Bonjour à tous et bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo, on va parler du deuxième anniversaire de la signature de la charte Romain Jacob qui va se dérouler au Midi-Pôle dans la salle de réunion. Ben voilà, je vous fais voir un petit peu, il va y avoir des associatifs qui vont être là. Le collectif handicap est aussi représenté, et il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui, les membres du gouvernement. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voir autrement NC. Donc, nous sommes très heureux, le directeur et moi-même du CHT, de vous accueillir au CHT pour cet événement qui est important. C'est la signature, ça a été signé de mémoire le 8 décembre, la charte, c'est ça, j'avais Nicolas, il y a 2 ans déjà, le 8 décembre, donc on n'est pas tout à fait à l'anniversaire des 2 ans, mais c'est bientôt. Et donc, Madame le membre du gouvernement, Monsieur le petit gouvernement, c'est vrai que nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement important et surtout très reconnaissant à l'équipe, sous la houlette de Nicolas Monco, un neurologue, d'avoir mis en place ce projet anti-soins qui est essentiel. C'est vrai en termes de coordination et en termes d'efficacité pour la prise en charge des patients handicapés et pour éviter les multiples allers-retours et les multiples rendez-vous très compliqués. Donc la présentation nous avait été faite en conseil d'administration, c'était vraiment très intéressant. C'est une belle avancée en matière de handicap. Et donc moi je ne vais pas m'éterniser, parce que l'essentiel c'est d'écouter juste ce que vont dire cette équipe. Et donc simplement remercier nos partenaires pour leur présence et leur confiance. Vous êtes tous très nombreux, les partenaires justement du handicap. Et donc je suis particulièrement heureuse de vous accueillir tous. Voilà, je vais passer la parole, je vais tourner. Je vais pas tourner. Je vais passer la parole à Madame merci Madame Verny. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être présente aujourd'hui et d'avoir cette restitution. Je ne vais pas être plus long non plus, mais ça me semblait important de rappeler, comme ça a été fait, qu'il y a 2 ans, la Nouvelle-Calédonie faisait un choix. C'était celui de signer cette charte Romain Jacob, un choix qui n'était pas seulement symbolique, mais qui était profondément engagé. Cette charte, ce n'est pas juste un texte, c'est une promesse, celle de garantir un accès à la dignité, adapté et respectueux aux soins pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et je voudrais faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important aussi de rappeler et de célébrer ces femmes et ces hommes que vous êtes et qui chaque jour en fait donnent vie à cette promesse. Nous sommes avec mon collègue Coco, je remercie d'être présent, en charge des différents secteurs, que ce soit du handicap ou de la santé. Nous faisons en sorte que ces politiques publiques qui soient initiées sur le terrain prennent sens lorsque nous les votons, mais c'est vous qui leur donnez vie sur le terrain et en plus cette remontée qui est nécessaire. Bien évidemment, remercier les professionnels de santé, aux équipes hospitalières, aux acteurs du médico-social qui prennent le temps aussi de partager et de changer leurs pratiques pour humaniser ce parcours de soins qui est essentiel. Merci aux associations, bien évidemment, qui sont de véritables vigies, des forces de proposition qui portent la voix des personnes en situation de handicap et qui n'hésitent pas à nous secouer les côtes, à nous lorsque c'est nécessaire. Et c'est important aussi de savoir quand il est important de se poser et d'écouter cette remontée de terrain qui est essentielle. Et puis une pensée bien évidemment pour les familles, pour les aidants, dont l'engagement au quotidien est essentiel. La charte Romain Jacob, je ne vais pas vous l'apprendre, vous la pratiquez au quotidien, mais ça me semblait aussi important de rappeler ses piliers et ses fondamentaux, reconnaître la personne comme actrice de sa santé. C'est important aujourd'hui, encore plus dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est valoriser l'accompagnement, c'est écouter les besoins,
coordonner les parcours et bien évidemment adapter les soins. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, ces piliers sont devenus visibles. Ils traduisent des pratiques qui sont plus justes, plus accessibles, plus humaines. Et puis au-delà de l'accès aux soins, cette charte, elle porte un message qui est beaucoup plus large, c'est comment on change notre regard. Elle nous invite à ne plus voir uniquement les différences, mais plutôt les parcours de vie. Et je le retrouve beaucoup dans cette initiation en accéléré que je peux avoir sur le secteur du handicap au travers des différents organismes. On ne parle pas plus que de personnes, mais plus de parcours et d'accompagnement. C'est reconnaître que les personnes en situation de handicap ne sont pas uniquement définies par leurs limites, mais bien par leurs forces. Que ce sont souvent des personnes d'exception, des femmes et des hommes qui font preuve chaque jour d'un courage et d'une résilience et d'une capacité d'adaptation remarquable et qui sont de véritables super-héros au quotidien. Et puis en tant que membre du gouvernement chargé du handicap, je voulais aussi réaffirmer devant vous aujourd'hui la poursuite, l'évaluation et l'amélioration et l'amplification de cette dynamique qui est portée, parce que l'inclusion, ça ne doit pas être une option, parce que la dignité, c'est un droit, et parce qu'une société qui se mesure à la manière dont elle prend soin de chacune et chacun. Donc merci à vous pour votre engagement. Et puis continuons à ce que cette charte ne soit pas juste un mot, qu'elle aille bien au-delà de cette promesse et qu'elle continue à être une boussole pour une meilleure société calédonienne. Merci. Après toutes ces paroles, effectivement, moi je vais essayer de vous présenter un bilan de notre année, de 2 années en fait après la signature de la charte et d'une année de ce projet au CHT. Donc je vais faire bref. L'idée c'est surtout qu'à la suite on puisse échanger. Effectivement, tous les membres de la cellule sont là, les professionnels, les partenaires des associations sont là. Donc l'idée c'est surtout d'échanger autour de ces pratiques. Donc le projet Omnisoin CHT, comme vous l'avez dit, c'est un droit fondamental d'avoir accès aux soins et c'est bien ce qui nous anime au quotidien. La charte Romain-Jacob, qui a été effectivement signée dans cette même salle au CHT, elle nous a permis de mettre en place ce projet. Donc le projet qui est porté par le CHT pour améliorer l'accès aux soins au CHT, pour faciliter ces parcours de soins, pour pas qu'ils cessent, pour pas qu'ils soient en rupture de soins, pour avoir une démarche qui est collaborative et innovante, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous n'avons pas mis ce genre de cellule en place, avec des objectifs principaux autour de l'égalité d'accès, les ruptures de parcours, les familles, parce qu'il y a le patient, mais il y a aussi sa famille, et puis les professionnels qui parfois peuvent être démunis aussi, même si ce sont des soignants, le handicap, ils ne le pratiquent pas forcément au quotidien. Donc ce projet au CHT, en fait, il se décline avec un comité hospitalier handisoin qui vient d'être validé par le conseil d'administration. Ensuite, nous avons 3 items principaux. Donc le handi en mobilité qui est sous la responsabilité du service technique et qui est l'accès à l'établissement pour les personnes en situation de handicap. Le handisoin, donc, qui est effectivement sous la responsabilité des CS, DAM, donc l'action d'affaires médicales, pour la coordination, les consultations, les imageries, les hospitalisations. Et le volet aller vert, qui est là effectivement plus une responsabilité affaires médicales, mais avec une coordination des soins également, sur des consultations délocalisées. Donc je vous expliquerai un petit peu après, c'est justement le détail. Simplement en 2023, il y a eu pas mal d'étapes pour arriver au mois de décembre à la signature de la charte Romain-Jacob, dans cette même salle, comme je disais. Oh, pardon. Alors, 2024-2025, 2024, on a un peu comme tout le monde on a levé le pied, on a utilisé les professionnels au pied du patient surtout, donc ça a été un petit peu freiné. Mais le 6 décembre 2024, on a réussi à ouvrir la plateforme handisoin. Et c'est effectivement à partir de là qu'a commencé l'aventure concrète dans nos actions. Avec en mars 2025 le début des consultations délocalisées. Et puis donc vous voyez, il y a pas mal d'étapes avec des rencontres, des associations, des partenaires qui se sont étendus, une organisation qui s'est développée. Le premier item, donc l'handi-mobilité, effectivement, les services techniques cette année se sont beaucoup attachés aux places de stationnement
en fait, parce que nous avions plusieurs places de stationnement, mais leur position n'était pas adaptée, en fait, aux besoins des patients quand ils venaient à l'hôpital. Donc elles ont été réajustées en termes de positionnement et aussi en termes de respect de ces places. Elles sont mieux signalées et elles ont effectivement, on a sollicité aussi pour qu'elles soient respectées en termes voilà, c'est ça, qu'elles soient utilisées par les bonnes personnes. Au niveau du handi-soin, donc le fonctionnement est assez simple, c'est une porte d'entrée unique, c'est-à-dire un accès, toutes les demandes arrivent sur cette boîte mail pour qu'on puisse effectivement adapter le parcours à chacun. L'optimisation des rendez-vous, ça peut aller de façon très simple sur l'accueil, simplement pour que la personne ne soit pas perdue quand elle arrive à l'hôpital, parce que nous, c'est notre lieu de vie, mais heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut être un accompagnement physique, pour pas que la personne se perde, parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle n'a pas d'accompagnant, ou même des fois, les accompagnants ne sont pas venus à l'hôpital, ils ne connaissent pas les locaux. C'est une coordination des rendez-vous, on optimise, on ne fait pas un rendez-vous différent tous les jours de la semaine, ou au contraire, si cette personne ne peut pas faire 2 rendez-vous parce qu'elle est fatiguée, eh bien, on va espacer ces rendez-vous. C'est des visites blanches, donc des visites blanches, c'est des rendez-vous médicaux pour lesquels on ne fera pas de soins, mais qui vont permettre aux patients, notamment je pense aux patients autistes, qui vont leur permettre de connaître les locaux et de diminuer leur anxiété. Et puis c'est aussi une anticipation sur le matériel, par exemple avoir un lève-malade en radiologie quand on a une personne tétraplégique qui vient faire une IRM. Donc vous voyez, c'est vraiment une optimisation sur des volets complètement différents. Le handi-soin, c'est aussi accompagner les professionnels, comme on disait tout à l'heure, c'est proposer des ressources, parce qu'effectivement, notre infirmière handi-soin et comme nos amas, elles sont sur le terrain, elles viennent, elles accompagnent, elles sont présentes. On peut solliciter des associations pour nous-mêmes former et accompagner ces professionnels. Et puis, c'est centraliser l'information sans avoir un peu toutes les données au même endroit. Au niveau de l'activité, donc là, on est sur une année pleine parce qu'on est décembre 2024 à novembre 2025. On voit qu'on a 229 demandes qui ont été traitées, dont 202 ont abouti. Donc après, je pense que dans les questions, effectivement, Pauline, Kaïna pourront répondre un peu plus à vos questions précisément sur ces demandes. On sait en tout cas qu'en termes de profil patient, on a 56% qui sont des patients présentant des polyhandicaps, mais on a également des handicaps intellectuels, hauteur de 19%, moteurs de 7%, sensitifs et la cellule pardon, j'ai quitté dans le mauvais sens. Et ensuite, les consultations délocalisées. L'idée des consultations délocalisées, c'est diminuer l'anxiété du patient. Alors, ces consultations ont lieu sur les foyers d'accueil de patients avec des polyhandicaps. Donc, Gabriel Bouldi, donc, effectivement, en allant sur le lieu de vie du patient, déjà, lui, il n'a pas cette anxiété, il est dans son lieu et tout va bien. C'est réduire les difficultés de déplacement, parce que amener au CHT une personne polyhandicapée ou se déplacer et en voir 10 dans leur lieu de vie, on a tout gagné aussi bien pour les professionnels, on optimise leur temps, pour la structure et puis pour le patient en lui-même. Et puis ça permet aussi de repérer les situations d'hospitalisation. Comme on va voir après effectivement sur les consultations dentaires notamment, l'idée c'est que tous les patients puissent bénéficier d'une consultation dentaire, mais on ne va pas faire des soins de chirurgie dentaire au foyer évidemment. Mais en tout cas, ne viendront à l'hôpital que ceux qui ont vraiment besoin de soins hospitaliers. 7 déplacements pour les consultations neurologiques, donc avec 55 consultations, et il y a une réflexion au cours pour délocaliser également des consultations gynécologiques, ce qui est une demande des foyers importante. On avait un certain déni de cette problématique et moi ça m'interroge toujours parce que moi je suis neurologue, ça fait 25 ans que je suis dans la neurologie, je voyais quasiment tout le temps des personnes hémiplégiques. J'ai un fils qui est en situation de handicap, ce qui m'a amené à être confronté à ces problématiques de soins, mais pourtant j'étais dans le déni et ça, cette rencontre, elle est passée par l'émotion. Elle est passée par quelqu'un qui a su capter notre émotion, qui a su capter finalement le cœur du soignant. Et donc moi, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et donc effectivement, en étant neurologue, en venant de plus en plus dans ces études, on est de plus en plus experts,
Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à lire des articles, à regarder les statistiques des articles, à essayer de comprendre. Et en fait, c'est Joël Casaro qui m'a expliqué, mais en fait, tu finissais par savoir beaucoup de choses, mais sur peu de choses. Et en fait, c'est ça notre problématique. Donc on a une vraie problématique médicale du médecin qui a du mal à avoir cette expertise qu'on lui demande pour bien faire, pour être l'expert d'un domaine qui bouge tout le temps, où on a besoin de se former, et en même temps d'avoir cette vision globale. Et donc, c'est vraiment important que vous soyez là parce que c'est vraiment vous qui nous apportez cette connaissance du savoir, du patient expert, parce que la personne en situation de handicap, c'est le modèle de ce patient expert. Et donc, si nous, on a réussi à faire ce pas, là, au CHT, grâce à une force qui nous est venue de l'extérieur, ça va pas être facile de le faire partout ailleurs, ce pas. Et donc, je pense aux dispensaires, je pense aux médecins généralistes, je pense voilà, à toutes les situations qu'on a encore dans les déserts médicaux du Nord, dans les îles où il y a une problématique d'accessibilité qui est juste majeure, où la télémédecine elle tarde à se développer. Et voilà, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal d'espoir avec la venue des infirmiers aussi en pratique avancée. Et là, on va avoir peut-être des soignants qui auront une expertise plus globale et qui seront moins focalisés sur l'expertise technique du robot assisté ou de la dernière thérapie à base d'anticorps monoclonal qui coûte extrêmement cher. Voilà ma petite réflexion. Avec Béatrice sur ce projet Handisoin, avec toute l'équipe Handisoin, c'est un petit peu précurseur sur justement les outils d'évaluation, les questionnaires et autres. Et aujourd'hui, j'ai changé de plénière, je suis à l'AVH. La fonction, elle importe peu. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, je voudrais remercier profondément tous les acteurs dans le soin. En un an, la prise en charge, elle est remarquable en termes d'adaptation. Vous avez une bienveillance qui est quand même vraiment remarquable et je pense qu'il faut aussi en fait, le démontrer. Moi aujourd'hui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole aussi des autres salariés, c'est la parole aussi des familles et la parole aussi de toutes les personnes en situation de handicap que vous accompagnez au quotidien. J'étais encore ce matin en ophtalmologie, donc voilà, je sais de quoi je parle. On s'est rencontrés ce matin, vous êtes venus nous voir, on nous dit on est là, tout va bien. En fait aujourd'hui, Nicolas t'avait dit il y a quelques temps en effet qu'on signait cette charte, mais que cette charte elle ne devait pas rester uniquement sur un panneau et qu'en fait on devait mettre en application tout ce qui allait aller avec l'adaptation, la prise en charge. Et aujourd'hui c'est un outil qui est vraiment facilitateur pour nous aussi qui sommes du terrain, qui s'épuisons derrière toutes ces démarches administratives qui sont lourdes, qui sont conséquentes. Je rejoins Béatrice sur le fait que le Medipôle, ça reste une grosse institution, ça reste un gros fonctionnement, c'est un petit peu usine. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à rencontrer l'humain derrière en fait, tous les professionnels qui prennent en charge. Et rien que pour ça, mais vraiment mille merci pour vous. Enfin, vraiment merci. Moi, aujourd'hui, je suis à l'AVH. Je m'occupe de personnes en situation de déficience visuelle. Il faut savoir qu'au service public, là, j'en ai qui sont en rupture de soins depuis 10 ans, qui n'ont pas vu un ophtalmo. Je suis arrivée à la BH en mai, on a refait le lien avec Covid. Bon, aujourd'hui, c'est reparti. Et en fait, ce matin, c'était encore la preuve que en fait, vous êtes une réactivité énorme. Et aujourd'hui, je crois qu'on nous a orienté déjà 5 personnes qui, du coup, depuis plus de 10 ans, n'avaient pas vu d'ophtalmologue. Donc vraiment, mille merci. Parce que moi j'ai beaucoup d'émotions sur la charge Romain Jacob parce qu'on a pu rencontrer ensemble ce grand monsieur et je te rejoins Nicolas, c'est une très belle personne en tout cas dans sa façon d'être, dans sa façon de parler et puis petit à petit en fait de semer ses graines. Et aujourd'hui on arrive à le faire en Calédonie et je pense qu'on est qu'au début. Mais en tout cas, moi je voulais juste vous démontrer mon soutien et je serai bien évidemment toujours derrière vous pour en tout cas encourager cette démarche d'évaluation continue et que voilà, on continue de progresser ensemble. Donc il faut vraiment continuer à donner des moyens à ce service et même en rajouter, parce que je pense que c'est primordial. Merci à vous. Ces centres médico-administratifs, dans leur poste, en pratique, elles étaient devenues très très administratives et assez peu médicaux. Et c'est vrai que c'est un peu comme discuter avec vous, parce que
qu'on a oublié de dire, c'est que cette première année, c'est une année d'apprentissage pour nous. En fait, on ne s'y connaît pas plus que ça dans l'approche des soins des personnes en situation de handicap. Et donc, la première chose qu'on a fait, effectivement, on a repéré Béatrice qui avait énormément de savoir sur le CHT que nous, on ne connaissait pas en étant au CHT. Béatrice, elle nous avait expliqué comment ça marchait pas, quoi. Et donc, une partie du temps qu'on a passé, c'était d'analyser ce que vous nous avez dit, les uns les autres. Mais ce qu'on n'avait pas bien compris aussi, c'est qu'au CHT, il y en avait plein qui avaient compris déjà tout ça, et notamment nos assistants médico-administratifs. Parce que quand l'ophtalmo, il voit un patient de Valentin Aguille qui arrive à 8h et qui part à 15h, juste pour avoir un fond d'œil, le fond d'œil il va être très bien fait, et l'ophtalmo va faire un super boulot, mais il ne va pas se rendre compte des 7 heures passées. Par contre, l'organisation du secrétariat va être complètement bouleversée pour gérer même l'intendance, manger, voilà, les toilettes, etc. Donc c'est complètement inefficient, c'est pas humain. Mais ce qui était paradoxal, c'est que ça se pérennisait comme ça d'année en année. Et donc voilà, donc ça on l'apprend, mais on l'apprend de l'extérieur, alors qu'on a aussi ce savoir à l'intérieur avec ces assistantes médico-administratives qui disent qu'il faut remettre la balance médicale importante dans l'accueil, l'accompagnement au niveau des secrétariats, parce que ces personnes, elles connaissent l'hôpital très très bien. Donc ça c'est un point important dans une société où la surcharge administrative, elle s'accumule, et le temps dédié aux personnes, il se réduit. Alors je découvre la charte et j'en suis ravi, la situation au sein qui s'améliore, on peut l'applaudir. Je vous pose quand même une question. Autour de cette table, on voit beaucoup de gens, de personnes en situation de handicap qui sont accueillis au sein d'établissements. Et je pense aux personnes en situation de handicap dans les familles, en bourse, etc., qui probablement ne connaissent pas ce dispositif. Alors peut-être je me tourne vers vous, vers M. Barbier, est-ce qu'il est prévu une communication institutionnelle pour prévenir les familles qu'il y a un accueil possible au CHT? Merci. Je ne vais pas prendre la place de ma collègue qui est au charge du handicap. Oui, ça vaut parce Ils sont très jaloux de leur prérogative. Alors, la priorité pour ce qui concerne le gouvernement, vous savez, on a eu chaud là, le mois d'octobre, parce que il a fallu trouver quelques deniers pour alimenter les comptes sociaux, dont le régime du handicap. Il nous coûte, vous le savez déjà, 11 milliards 500 000. Pas que le handicap. Hein. Non, pas que le handicap. Non, mais c'est pour vous dire, à l'heure où la Nouvelle-Calédonie a très très grande difficulté, le souci que l'on a eu au gouvernement, avec mon collègue Thierry Santa, c'était de sanctuariser, coûte que coûte, donc le régime du handicap, les subventions envers les associations qui s'occupent du handicap, qui sont à plus de 500 millions, et puis également les GIP qui sont maintenant devenus les maisons autonomies. Donc ça, c'est la communauté de l'héroïne. Maintenant, je suis bien d'accord, ce n'est jamais assez. Moi, je suis plutôt, comme membre du gouvernement en charge du handicap, pour une approche intégrée. Une approche intégrée de la prise en charge du handicap dans le sport, dans le travail, dans l'habitat, pas seulement à l'hôpital. Là, récemment, il y a eu, là je passe mon couvert avec Madame la présidente du CA, du CHT, du CHS, convention avec la SIC. Voilà, pour accueillir les déficients mentaux du CHS. C'est pas rien, ça fait partie également de cette dynamique-là. Donc cette approche intégrée, c'est important parce qu'une personne handicapée, c'est un parcours de vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc il faut prendre en charge le handicap durant tout le parcours de vie. Donc c'est pour ça que moi je remercie beaucoup
les bonnes âmes qui sont là, parce que c'est un exemple qu'on donne envers la Nouvelle-Calédonie, vers la province, vers le monde du travail, vers le monde du sport. Voilà. Et nous, c'est donner cet exemple concret on va dire, approche intégrée, une prise en charge intégrée du handicap. Ici, on est dans le milieu hospitalier. Voilà. Mais on n'est pas handicapé que dans le milieu hospitalier. On est dans la rue, quand on marche sur le trottoir, etc. Voilà. Alors, vous me demandez au sujet des... Alors, je pense que vous me regardez, vous pensez aux îles, c'est vrai, parce que je suis des îles, ça fait longtemps que je suis au gouvernement. Hein. Voilà. Mais non, vous avez raison. Vous avez raison, il y a beaucoup de travail à opérer aux îles. Aux îles, nous n'avons pas de structure hein, pour accueillir les handicapés. Donc, au nord, c'est pareil. Hein, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont dédiés à ça. Donc, à nos niveaux, nous faisons le nécessaire pour communiquer, hein, pour répondre à votre question. Mais ce n'est jamais assez. Donc, voilà. Après, c'est une action globale, comme je disais tout à l'heure. Voilà. C'est une action globale. Moi, je défends en permanence cette prise en compte, cette approche intégrée de la prise en charge du handicap. Donc, dans le sport, dans le travail, à l'église, dans le milieu de la boutique, etc. Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai que les personnes qui sont accueillies dans un établissement sont encadrées par des professionnels et donc ils vont être informés sur la charte. Mais une personne, par exemple, alors vous parlez des îles, du nord aussi, ou du sud, par exemple, sans grand chose, par exemple, que les mairies informent les habitants qu'il y a ce dispositif. Oui, ça coûte pas très cher de mettre des affichages, de sensibiliser le personnel d'accueil, pour prévenir les familles qui, je pense, qu'elles sont souvent isolées par rapport à ce genre d'initiative. Pour répondre à votre question, je pense que notre formation de soignants nous sensibilise quand même à faire attention au profil et aux difficultés que va pouvoir rencontrer le patient dès son entrée. Donc on a un questionnaire d'accueil et donc on dépiste et on a des personnes ressources assez rapidement. On travaille en étroite relation aussi avec les CHS. D'autant plus qu'on est en direction commune, ça a facilité grandement aussi la prise en soin de ces patients parce que eux aussi, je pense que c'est une dynamique, mine de rien, qui participe à faciliter aussi l'accès aux soins pour ces patients en situation de handicap psychique. Donc vraiment, il y a en tout cas une dynamique commune qui converge vers sensibiliser le personnel. Effectivement, la démarche en soins, elle nous a fait grandir, honnêtement. Et pour rebondir sur vos propos, M. Gambé, je pense que vous avez complètement raison. La personne, elle ne doit pas être morcelée. C'est pas soit le travail, soit... mais la santé, me semble-t-il, participe à ce que la personne en situation de handicap s'intègre mieux au niveau d'un travail, puisse accéder à un logement. Et quelqu'un qui n'a plus accès aux soins a moins de chance. Et donc, on participe, on est un petit maillon, mais un maillon important dans la prise en charge de ce patient et pour lui donner toutes les chances de vivre pleinement sa vie, de vivre malgré un handicap. Et voilà, je profite pour saluer toute cette équipe qui est mobilisée chaque jour et qui est vraiment engagée, motivée. On est très reconnaissant par votre présence et par ce retour en un an, je trouve que c'est assez impressionnant. Voilà, et c'est vrai que M. Pascal Jacob, qu'on avait rencontré, a impulsé une sorte de... On avait au fond, personnellement, moi aussi en tant que soignante, j'étais assez sensibilisée, mais je ne savais pas comment faire. Et comment on allait faire à notre niveau, à notre place, soit d'infirmière, je suis filière infirmière, on essaye, on bricole, mais il nous a impulsé une sorte de vision et nous dire que c'était possible. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on n'a pas fait du copier-coller. C'est vraiment, on s'est servi, c'est ça aussi l'inclusivité, c'est se servir de votre expérience, de l'expérience du patient en situation de handicap, de son expertise et pas seulement l'expérience, pour faire quelque chose qui nous ressemble et qui répond aux besoins. Et non pas nous, comment on pense qu'on va répondre aux besoins. C'est un changement de paradigme total pour des soignants que nous sommes, parce qu'on a été, dans nos études, on a appris qu'on faisait pour le soignant, pour le patient. Et là, on fait avec.
Voilà, et c'est tout un changement et c'est révolutionnaire. Je crois que M. Pascal Jacob nous a impulsé ça et voilà, on est très reconnaissants. De manière conjointe avec mon collègue pour vous remercier très sincèrement pour ce temps d'échange et la qualité des propos qui ont été tenus. Vous pouvez savoir à quel point c'est important pour nous de voir que sur des sujets comme ça, la coordination des actions qui peuvent se faire entre différents services, entre différentes personnes, entre différents corps de métier qui pourtant agissent pour l'humain, c'est essentiel et ça montre encore plus aujourd'hui que c'est possible. Il y a beaucoup de termes qui sont revenus durant ces interventions, la co-construction, la co-animation, le fait de pouvoir partager et mutualiser sans jamais oublier que derrière on parle de personnes, que la dimension humaine est essentielle et que ça va bien au-delà de la profession même et vraiment vous remercier pour ça. Ne pas oublier, et enfin en tout cas je n'ai pas l'impression que ça a été fait, mais on a souvent tendance à se flageller sur le chemin qui reste à faire et pas forcément prendre en compte le chemin qui a déjà été engagé et en l'espace de 2 ans, ce que vous avez pu entreprendre en termes d'actions très concrètes de notre point de vue est déjà fantastique. Donc s'il y avait des remerciements collectifs, c'est entre vous, très sincèrement, parce qu'on ne serait pas arrivé à ça et je souhaite vraiment que la suite puisse s'amorcer dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, de mon point de vue, les choses avancent très très bien, il faut continuer en ce sens et le gouvernement sera bien évidemment présent pour vous accompagner dans cette démarche. Merci à vous. Merci.